Salut à toutes et à tous, bienvenue dans On ouvre une parenthèse avec ce soir Damien. Salut Damien. Bonsoir. Nico. Salut Nico. Et bonsoir. Et bonsoir. Et ce soir on va parler d'histoire et de la perception de l'histoire et qui a pu être affectée par les médias ou la culture. Et pour ce soir, une invitée exceptionnelle, la princesse des flux RSS, l'impératrice du podcast, Fanny Cohen-Moreau. Salut Fanny. Bonsoir, merci de l'invitation. Bonsoir Fanny. Alors Fanny, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour tous ceux qui te connaissent déjà, du moins on l'espère. Alors, attention, mément ego trip, on m'a déjà dit que j'étais l'invité universel du podcast. On m'a dit ça, je tiens à dire, on m'a dit ça. Donc voilà, comme ça la meuf elle se pose. Tu préférais invité universel ou impératrice du coup ? Ah, je sais pas, c'est vrai que là c'est difficile de choisir. Mais plus sérieusement, je fais le podcast de Passion médiéviste depuis maintenant quasiment 3 ans. Oh là là, ça passe vite. Et je suis très très active dans le monde du podcast, notamment je gère en partie le label Podcut et je suis coprésidente de l'association Podcastéo. Voilà. Rien que ça. Donc l'impératrice du podcast, hein, c'est bon. On est pas mal. On est calé. Je pense que si une personne s'intéresse un minimum à ce monde-là, je pense que c'est impossible de pas tomber sur toi. Notamment parce que je like tout le monde à chaque podcast. Voilà, vous pouvez pas me rater. Notamment. Alors Patrick, quel est le programme Patrick ce soir ? Alors on va expliquer un petit peu donc l'histoire, les biais un peu qu'on peut avoir sur l'histoire, sur notre connaissance de l'histoire. Ok. Débunker 2-3 petits trucs et puis on va peut-être continuer à parler là-dessus. On finira peut-être sur le roman national, qui est un truc que je trouve passionnant. Écrit par un mec borgne ou rien à voir ? Pas forcément. Ok, je l'ai pas alors. Pas forcément. J'attendrai la fin du coup pour savoir. Ah, tu veux qu'on spoil ? Non, bien sûr que non. Donc Patrick, tu avant de toucher ton stylo, qu'est-ce que tu Ouais, attends, j'ai posé tu me parlais du roman national je vais le poser loin le stylo. Et de ton aversion pour l'aspect voilà. Non, je comptais déjà parler de 2-3 faits, par exemple, dans la pop culture. Je pense notamment à des films style Braveheart ou Le Dernier Samouraï. D'accord. Le Dernier des Mohicans, ça marche aussi ? Ah, peut-être, j'ai pas vérifié. D'accord. En partie, oui. Oh, je suppose que oui. Donc, je vais expliquer vite fait pour Braveheart. Je pense que tout le monde a vu le film, pas besoin de présenter donc le... Oui. On rappelle le synopsis. C'est l'histoire de William Wallace vue par Mel Gibson, qui est un grand féru d'histoire, hein, évidemment, tout le monde le sait. Tous ceux qui ont vu des films historiques avec lui n'en doutent à aucun moment. C'est un peu à part... non, je sais pas, c'est un peu à charge déjà j'ai l'impression. Ouais. Okay. Donc, dans le film de Mel Gibson, on suit la révolte écossaise par William Wallace, où, en gros, il va se rebeller contre les Anglais à cause des Anglais qui pratiquent le droit de cuissage, concept qui a été inventé par Mel Gibson pour le film. Voilà, déjà, on commence bien. Il en profite au passage pour se taper Sophie Marceau, qui joue Isabelle de France, qui avait 10 ans, donc à la mort de William Wallace, d'un point de vue historique. C'est du beau, c'est très propre. Voilà. Après, plein de petits trucs, hein, genre les kilts abordés tout le long du film, qui n'existaient pas à l'époque, les peintures de guerre qui sont réservées aux Pictes et pas aux Écossais, et toutes les batailles qui sont totalement à côté de la plaque, notamment la bataille de Stirling, qui a eu lieu sur un pont, mais pas dans le film, parce qu'apparemment Mel Gibson pensait que les ponts n'existaient pas à l'époque. D'accord. Je te trouve dur avec Mel Gibson, il a fait des bons films quand même. Qu'il n'a pas écrit, mais il a fait des bons films. Voilà, c'est un bon acteur. Vite fait, pour parler du Dernier Samouraï, on peut revenir peut-être, je sais pas Fanny, tu veux revenir sur le droit de cuissage ? Déjà, tu l'as bien dit, en fait, effectivement. Alors, je pense pas dire de bêtises, mais c'est vraiment une grosse invention. C'est que, comme malheureusement beaucoup de choses sur le Moyen-Âge, il y a dû avoir peut-être 1 ou 2 exemples sur 1000 ans. Et bien sûr,
on s'est dit, mais oui, voyons, c'est une généralité. Vous voyez, regardez, au Moyen-Âge, c'était des gens barbares qui violaient les femmes. Voilà. Donc, effectivement, le droit de cuissage, ça n'existe pas. Merci. D'accord. Merci à toi. Voilà, donc ça, c'est sûr. Je fais vite fait sur le dernier samouraï où les samouraïs sont des gentils, bien évidemment. C'est pas du tout une classe dominante au Japon, qui ne cherchait pas du tout à garder leurs privilèges dans le film. Bien sûr, c'était exactement les gentils qui voulaient sauver les traditions, patati patata. Par contre, Tom Cruise, qui joue un Américain dans le film, évidemment, en fait, ce personnage est inspiré d'un Français qui a été formé donc les troupes du shogun au moment de la rébellion. Bon, le mec est pas mort sur un champ de bataille, il s'habillait pas comme un samouraï. Voilà, et donc c'est des... Je parle de ces deux films parce qu'en fait, moi, par exemple, le droit de cuissage, on en avait parlé une fois au boulot et quelqu'un m'a sorti mais justement, comme disait Fanny, au Moyen-Âge, il y avait le droit de cuissage. Et je lui sors, mais non. Enfin, non, ça n'existait pas, quoi. C'est pas comme ça. Et le gars, surpris, me dit, ah bon? Non, mais c'était des sauvages et tout. Enfin, il y a vraiment cet aspect qui a été véhiculé, mais à 100% par le film. C'est des idées reçues de toute façon, Voilà, c'est des périodes d'histoire qu'on ne connaît pas, et c'est ce qu'on voulait aborder, en dehors des œuvres de fiction là, qu'on a. Exactement. Parce que ça reste des œuvres de fiction. Voilà, par exemple, donc, Fanny pourra nous en dire plus, mais dans un Super Joute Royal, je suis pas sûr, je crois que c'est ça, voilà, je crois que c'est dans le 3e, où vous parlez de Charles Martel. Ah, Charles Martel. Voilà, qui repousse les Arabes à Poitiers. Donc la célèbre armée d'invasion arabe qui en fait était un raid de pillards. Oui, c'est ça en fait, ce serait a priori juste une petite juste escarmouche, vraiment, et en fait on en a fait un énorme truc alors que vraiment ça avait pas l'air d'être grand-chose. Voilà, et du coup j'avais fait quelques recherches et apparemment donc c'est le califat Omeyyade de Damas qui a affronté Charles Martel. Merci Wikipédia. Merci Wikipédia. Faudra vraiment qu'on leur donne des thunes un jour. Et en fait, ils étaient venus jusqu'à Avignon, mais pas jusqu'à Arles, Avignon, et même en Bourgogne, il y a eu des incursions et dans le territoire. Apparemment, par contre, Charles Martel a vraiment libéré Avignon ou rasé la ville au choix. Au choix. Personne ne sait. Fanny, peut-être. Malheureusement, non. Là, je connais quelque chose, mais effectivement, moi, j'avais vraiment vu que, en fait, pourquoi il y avait eu qu'une escarmouche, c'est parce que les Arabes qui occupaient, alors voilà, la plaine ibérique, en gros, n'avaient pas du tout assez d'hommes pour aller envahir tout le reste jusque vers Poitiers, d'où une escarmouche, en fait, a priori des éclaireurs. Donc c'est vraiment pas une bataille rangée. Il n'y a pas eu un rempart contre les Arabes à Poitiers, quoi. Faut arrêter avec ça, vraiment, vraiment. C'est marrant parce que du coup, moi, je m'étais fait suite à ton podcast, du coup, je m'étais fait la réflexion. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais Poitiers, c'est quand même par rapport à l'Espagne, c'est vachement au nord. Se dire, mais les mecs, s'ils se pointent avec une armée, c'est qu'avant, ils sont quand même bien implantés. Enfin, je sais pas, ça paraît logique. Et pourtant, je pense que moi, ça m'a pas traversé l'esprit. Je pense que beaucoup de personnes, pareil, en fait, ça a été, on nous a dit ça à l'école et du coup, on l'a accepté. Mais finalement, quand on y réfléchit un peu, se dire, mais ouais, mais il y a aucune position stratégique arabe proche de Poitiers. Enfin, ça n'a aucun intérêt d'aller à Poitiers pour eux, quoi. Si, il y a le futuroscope quand même. Moi, je les comprends. C'est quand même... Je suis assez d'accord, le futuroscope, c'est quand même quelque chose. Merci, Nico. Je suis toujours là pour te soutenir. Est-ce que Fanny, il y a des choses, toi, dans l'histoire, où maintenant que tu t'en fais... je sais pas, c'est un rapport avec ton métier, je sais même pas si c'est un rapport avec ton métier aujourd'hui, mais d'être fan de l'histoire le côté Moyen-Âge. Mais est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent quand tu les entends justement, le droit de cuissage ou d'autres choses comme ça, aujourd'hui que tu entends, il y a des idées reçues qui te paraissent complètement aberrantes et pourtant que tout le monde a en tête? Alors du coup, moi j'ai fait un master d'histoire médiévale
Et comme je suis journaliste radio et web, moi le podcast Passion médiéviste a vraiment été l'occasion de rallier ces deux passions. Et il y a pas mal d'idées reçues comme ça qui m'énervent. Déjà, c'est le côté les femmes elles étaient inférieures au Moyen-Âge. Ça m'énerve parce qu'en fait, notamment, on voit dans les métiers que au Moyen-Âge, les femmes pouvaient beaucoup plus exercer de métiers qu'à partir de la Renaissance, où on voit par exemple tout ce qui est le côté des sages-femmes. Bon, là, les sages-femmes, on voit qu'en fait, à l'époque moderne, donc époque moderne, c'est à partir de 1500, on voit qu'à l'époque moderne, en fait, on assiste à une professionnalisation du métier, c'est-à-dire on oblige les personnes à passer des concours et tout ça. Et donc, en fait, qui verrouille les métiers ? Les hommes. Et donc, on prend en fait le savoir des femmes, on se l'approprie dans les universités et on empêche les femmes de passer des diplômes, on réserve ce savoir aux hommes et c'est comme ça qu'en fait, on a eu beaucoup moins de femmes médecins par la suite. Mais ça va avec vraiment plein de choses parce qu'en fait, quand on regarde les archives du Moyen-Âge, quand on regarde par exemple les livres de contes où on a les métiers des gens, on voit que les femmes travaillent. Et c'est vraiment pas... non, elles n'étaient pas que soumises aux hommes et tout ça. Non, elles pouvaient avoir leur propre indépendance. Bien sûr, c'est pas hyper développé non plus, mais il faut relativiser. Il y a eu des reines, au-delà de Aliénor d'Aquitaine, qui est une des reines les plus connues au Moyen-Âge, parce qu'elle a été reine de France et d'Angleterre, c'est quand même quelque chose à dire. Mais au-delà de Aliénor d'Aquitaine, il y a plein de reines et de femmes qui ont pu avoir du pouvoir au Moyen-Âge, qui ont pu vraiment diriger. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, dans mes épisodes, une des idées reçues contre laquelle je lutte le plus. Je suis féministe et il y a un moment, en fait, il faut dire les choses parce qu'en fait, ce sont des faits. Et aussi, juste pourquoi, en fait, on a aussi cette idée reçue, c'est que, encore une fois, les archives, jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, les archives et les historiens étaient des hommes. Et en fait, ils ne se sont juste pas intéressés à l'histoire des femmes. Il y a vraiment plein de documents qui existent qui n'avaient juste pas été étudiés. Et donc, on assiste depuis, je dis en gros, mais vraiment, depuis une cinquantaine d'années, depuis l'émergence des gender studies, surtout dans les pays anglo-saxons, de cette forme d'étude où on va vraiment étudier l'histoire des femmes, on a vu vraiment que non, les femmes n'étaient pas du tout inférieures et avaient vraiment un rôle, mais normal, c'est la moitié de la population du monde. Pourquoi elles n'auraient pas un rôle dans l'histoire ? Voilà. C'est bien. Donc on n'est pas sous couvert de 2000 ans de patriarcat comme le crient justement certaines féministes. Le problème, c'est que ce sont les hommes qui ont fait l'histoire. Donc en fait, il faut encore lutter contre toute cette construction de l'histoire qui a été faite par les hommes. Et du coup, finalement, remettre les choses... Moi, je vais prendre un truc qui n'a rien à voir, mais on pensait faire un podcast sur la bière, comme on en avait fait un sur le vin. Il y a un blog de bière qui est tenu par une femme, c'est Hoppy Hours. Et elle a pas mal aussi de commentaires féministes. Et à un moment, elle expliquait que vraisemblablement, la bière avait été créée par des femmes. D'ailleurs, je crois que tu en as aussi... Tu as un épisode aussi de Passion moderniste. Exactement. Le premier ou le deuxième, je crois, où vous parlez de bière. Et limite, sur l'art de la bière. Ouais, et limite des sorcières de Salem. Où en gros, il explique que c'est les femmes qui brassaient la bière. Et donc, je n'ai plus le nom de la personne qui tient ce blog, mais en gros, elle parle de ça. Et les commentaires, c'était mais les femmes, vous nous piquez tout, en plus, vous allez nous piquer. Maintenant, vous allez nous piquer la bière, quoi. Je trouvais ça incroyable. Et moi, ce que m'avait expliqué mon invité dans l'épisode, c'est qu'en fait, comme les femmes faisaient le pain, en fait, faire du pain et faire de la bière, il y a quand même plein de ressemblances. Et que oui, les femmes faisaient la bière notamment. Et c'est vrai que le lien avec les sorcières, parce que c'est le côté de la femme qui tourne dans son chaudron et tout ça pour faire de la bière, c'est un truc qui est revenu après, effectivement, dans l'imaginaire. Ouais, et du coup, c'était... du coup, on est en train de déviser sur féministe, mais je trouvais ça fou le fait que des gens puissent se défendre de dire oui, mais les femmes, vous nous piquez des trucs et tout. Mais les gars, c'est bon, c'est fait. On s'en fout, en fait.
Après c'est justement, là, je pense que là, moi je pense pas que ce soit hors sujet, au contraire, puisqu'on est en train de remettre, entre guillemets, certaines On met les pendules à l'heure. idées reçues sur l'histoire. Et, On est vénère. et ça fait partie de ça, c'est d'avoir occulté justement toute une histoire, un pan de la population, en l'occurrence la population clairement. féminine. Et du coup, on essaie juste donc c'est dans le thème. Ouais, c'est bon, on est dans le thème. On est dans le thème. Ouais, tu me diras, d'habitude on fait du hors-sujet, donc on s'en fout. Et moi, j'ai un petit truc sur les sorcières aussi. On a l'idée reçue aussi que les sorcières à Salem, justement, on les brûlait et qu'il y avait que des femmes. Mais il y avait aussi des hommes qui étaient jugés. Ouais. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient exact. jugés et qui étaient pas que brûlés, puisque ils n'étaient pas tous exécutés déjà. Et puis il y avait un peu de pendaison et puis il y avait un peu d'écrasement par des gros cailloux aussi sur la poitrine, jusqu'à que mort s'en suive. Donc il n'y avait pas que du bûcher aussi. Voilà, c'était des idées C'est ça. reçues qu'on a. C'est bien, ils ont de l'imagination, on va pas leur reprocher. Exactement, oui, c'est sûr. Si ça vous intéresse, pour Passion médiéviste, j'avais fait l'année dernière. Alors c'est sur le Moyen-Âge et donc c'est pas la chasse aux sorcières qu'il y a eu comme à Salem, mais c'était donc sur les procès de sorcellerie à la fin du Moyen-Âge. Et en fait, effectivement, où on voit que dans certaines régions, même, il y a eu autant d'hommes que de femmes, mais c'est clairement minoritaire, autant d'hommes que de femmes accusés de sorcellerie. Mais voilà, et d'ailleurs, voilà, la chasse aux sorcières, c'est beaucoup plus un truc de la Renaissance que du Moyen-Âge, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ouais. Ça aussi, c'est une idée reçue contre laquelle il faut lutter, c'est quand à chaque fois on dit, ouais, oh là là, le truc voilà, c'est moyenâgeux. Ah, moyenâgeux, non, c'est le mot que je ne veux pas entendre. Mais non, les sorcières, c'est beaucoup, enfin, les meurtres de femmes accusées de sorcellerie, c'est beaucoup plus Renaissance et tout ça. Est-ce que aussi, les gens, moi je suis pas très histoire et j'ai pas eu des très bonnes notes au bac dans cette matière, mais est-ce que les gens aussi n'associent pas tous les trucs à cette période-là, qui est une grande période quand même, le Moyen-Âge, et n'attribuent pas plein de choses à cette période-là parce qu'on connaît pas le reste, tout simplement. Il y a aussi ce délire de l'obscurantisme au Moyen-Âge. De vraiment aucune évolution, quand on en parle, on a l'impression que le Moyen-Âge, les mecs, ils sont entrés, c'était des pouilleux qui connaissaient rien, ils sont sortis, c'était des pouilleux qui connaissaient rien. Et il y a 1000 ans où apparemment il s'est T'es en rien train de passé. dire tous les mots pour me trigger, c'est parfait là. Bah ouais, je sais. Moi, ce que je vais te répondre, c'est que les cathédrales, c'est le Moyen-Âge. C'est que l'invention de l'impôt, c'est le Moyen-Âge. Les vitraux, voilà, c'est Moyen-Âge. Comme quoi, il n'y a pas que des bons trucs au Moyen-Âge. Énormément de choses. Non, il y a vraiment énormément de choses qui ont, au niveau technique, au niveau intellectuel, qui viennent du Moyen-Âge. Donc en fait, ce côté obscurantisme, c'est vraiment aussi une construction sociale. Alors, bien sûr, il y a eu le poids de l'Église. Par exemple, l'Église rythmait la vie. Mais je suis désolée, ça a aussi beaucoup rythmé la vie. Après, c'est pas du tout une chose propre au Moyen-Âge. Mais il y a aussi un truc sur l'obscurantisme, c'est le côté au Moyen-Âge, les gens ils sont sales, les gens ils sont dans la boue. Tu vois, on a vraiment cette image des gens habillés en guenilles, truc marron, vraiment hyper sombre, dans des chaumières vraiment pas bien. Mais ça aussi, c'est vraiment une énorme construction mentale de la Renaissance. Je voulais vous dire que c'était sous Louis XIV que les mecs étaient obligés de se mettre des parfums tellement ils puaient. Alors je suis désolée, le Moyen-Âge, c'est pas pareil. Ouais, et puis aussi qu'on mourait jeune aussi à cette époque. Il y a cette idée reçue que tu mourrais avant 30 ans à cette époque. Quoi. Après, là, il y a peut-être... Là, j'avoue que j'ai pas travaillé bien sur cette partie-là, mais oui, on mourait un peu plus jeune, mais comme sachant qu'il faut faire gaffe parce que, alors, au bas Moyen-Âge, le bas Moyen-Âge, attention, c'est donc la fin du Moyen-Âge, c'est 14e, 15e siècle. D'accord. Il y a des trucs, effectivement, qui ont un peu aggravé l'espérance de vie, comme par exemple la peste, la guerre de 100 ans. Donc oui, effectivement, il y a eu des trucs un petit peu durs, mais voilà, après, on a eu des choses bien plus meurtrières par la suite. J'aime bien, tu dis on a eu des choses comme si tu étais non, mais c'est vrai. C'est notre histoire à tous, l'histoire mondiale. C'est vrai que 14-18 n'était pas non plus un moment super cool à passer. Les 30 ans faciles, non, c'est sûr. Même si, voilà, bien sûr, la peste, alors j'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble que la peste noire au 15e siècle, oh là là, je suis très mauvaise pour ça, mais a décimé, il me semble, un tiers de l'Europe.
D'accord. Et ouais, c'est pas peu. Mais voilà, c'était Ça, une c'est un grande vrai maladie. Brexit, ça. Là, on est sur du Brexit dur. Voilà, non, mais... C'est ça, c'est de 30 à 50% des Européens en 5 ans. Ah, ça va, je dis pas de bêtises. Merci, Nico. Là, tu vois le mec qui est devant son ordinateur. Dictionnaire, on l'appelle. Devant Wikipédia, Dis clairement. Siri, combien de gens a tué la peste au Moyen-Âge? Mais enfin, ça, je me suis posé la question, j'ai pas de réponse parce que je suis, j'ai pas cherché. À qui ça, enfin, d'où ça vient, enfin si d'où ça vient, j'ai un semblant de réponse, mais d'où ça vient et à qui ça profiterait entre guillemets. Enfin, je veux dire qu'on prenne les gens du Moyen Âge pour des gens pouilleux habillés en marron, je pense que il y a une grosse partie qui doit venir des visiteurs. Des idées reçues des visiteurs. Non mais c'est enfin. Bah, de la Et C'est Renaissance. ça, non, mais t'as raison, Non, t'as mais vraiment la- raison. En France, c'est vraiment un truc très fort, encore. Hein. Et puis, Parce que la clairement, Renaissance enfin- aussi. La Renaissance, il fallait montrer qu'on était mieux que Oui, mieux c'est que ça, le Moyen c'est Âge vrai. et que du coup on les prenait des hauts. Enfin, les ancêtres étaient gentils, mais c'était un peu dépouilleux, quoi. Mais enfin, on en parlera tout à l'heure. Je pense pour le roman national, mais enfin, moi je peux aborder le truc de suite parce que grosso modo, le roman national, c'est un truc qui est apparu au 19e, enfin, pour la Troisième République, où en gros le but c'était de fédérer la nation. Parce que bon, c'était les Bretons d'un côté, l'Aquitaine de l'autre, les Normands, enfin, il n'y avait pas vraiment d'idée de nation, et donc ils se sont dit, on va créer un roman national, donc c'est nos ancêtres les Gaulois, comme si les Gaulois Mhm. étaient un seul même peuple uni face à Jules César, ce qui n'était pas du tout le cas, hein. Les mecs ils se foutaient sur la gueule, ils n'étaient pas du tout des mêmes peuples, ça avait aucun rapport, quoi. Et puis après, on est parti sur. Alors là, ça va être plus la partie de Fanny, mais Clovis. Toute cette monarchie de droit divin qui est devenue ensuite la République, parce que bon, la République c'était mieux, mais il y avait cet aspect droit divin. Et en fait, ça c'est dû à. Attends, j'ai le nom quelque part, parce que j'ai essayé de faire mon travail. Donc ça vient des lois Jules Ferry. Et c'est le Ernest Lavis, donc il y a un historien qui a dit notamment tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande. Sachant que pour eux, la France, Amen. c'est les Gaulois. Hein. On part de Vercingétorix. Hein. Là, on parle d'Obélix. Non, rien à voir. Rien à voir. C'est lui. Non, mais on parlait de culture pop, c'est ça, c'est qu'Astérix et Obélix, je pense que ça Mais ça a forgé un petit peu notre... mais typiquement, tu vois, Astérix Obélix, ça découle des lois Jules Ferry pour moi. D'accord. C'est vraiment parce que c'est un truc qui est ancré. Mais même maintenant, enfin moi, tu vois, j'avais appris qu'au Moyen Âge, par exemple, les chevaliers, ils pouvaient pas se relever en armure. Ouais. Et puis après, ben, j'ai découvert que si. Mais en fait, il y a des trucs qui sont tellement ancrés dans l'imaginaire collectif que même on l'apprend à l'école. Et puis nos ancêtres les Gaulois, enfin, à l'école actuellement, on étudie encore les Gaulois comme si c'était des Français. Alors que non, c'est différents peuples qui. C'est juste des gens qui ont vécu à peu près dans la même zone géographique que nous, en fait. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est exactement ça. C'est que d'ailleurs, moi, c'est dans Super Joute Royale, donc, où on classe les rois de France siècle par siècle en toute mauvaise foi. J'essaye de C'est rien de prendre le dire. plein de précautions avec ça. Parce que d'ailleurs, à un moment, je m'en suis pris plein la tête. Parce que c'est sur Twitter, j'avais demandé aux gens, oui, alors quel est votre roi de France préféré au 7e siècle? Et bien sûr, il y a tout le monde qui m'a dit, mais voyons, la France, elle n'existait pas au 7e siècle, c'était la Francie, machin. Je dis, oui, ok, bon, je résume, parce que effectivement, du coup, dans le podcast, oui, voilà, je dis, bon, on parle de roi de France, mais ce n'est pas la France, c'est la Francie occidentale, la Francie, voilà, et puis... faut voir, sur le site de Passion médiéviste, je me casse vraiment la tête à mettre pour chaque épisode des cartes pour que les gens puissent visualiser vraiment comment évoluent les royaumes, comment en fait, on voit comment parce que les rois mérovingiens et un petit peu les Carolingiens, après eux, n'ont pas arrêté de séparer tout ça. Genre, oui, j'ai tout unifié, mais j'ai 3 fils. Donc, hop, je divise entre 3 encore. Donc, c'est un peu le bazar à chaque fois. Donc, oui, c'est la précaution. Moi, je pense qu'on ne devrait pas dire, ouais, c'est nos ancêtres. Non, c'est juste les gens qui ont vécu avant nous sur la terre où on est actuellement. Ouais.
Je suis assez d'accord, mais moi, c'est justement Du coup, ça. c'est qui nos ancêtres? Moi, c'est une question bête, mais. Bah, ça dépend. Ça dépend. Moi, j'ai des ancêtres bretons, italiens et juifs d'Espagne. Ça dépend. Du coup, ça dépendrait des gens qui habitaient sur le territoire, enfin, dans la région dans laquelle on est, enfin, on est né, par exemple. Bah, même pas, en fait. Parce que moi, Même j'avais vu un truc où, en gros, alors, c'est les généalogistes, je sais plus le nombre de générations, mais on part du principe qu'à un moment, t'as un peu de tout, en fait. Oui, Parce que forcément, t'as deux parents quelque chose qui ont qui disait deux aussi parents. que c'est ça. Il y a un truc qui disait comme quoi un tiers de l'Europe descendait de Charlemagne aujourd'hui. Ouais. J'avais vu ça parce que on avait on Celui avait qui a parlé de Christopher Lee, prétendument- l'acteur qui descendrait de Charlemagne. Oui, c'était Donc, Christopher Lee qui avait fait ses recherches et qui... Christopher Lee, le Christopher Lee? Oui, le Christopher Lee qui, à D'accord. 93 ans, a fait 2 albums de métal sur Charlemagne. D'accord. Et ouais. Cet homme qui n'a pas inventé l'école, on est d'accord, mais que tout le monde pense qu'il a inventé Oui, l'école. oui. Enfin, en même temps, Sheila l'a dit, moi je crois Sheila. Non, c'est France Ah, Gall. c'était France Gall. Oh là là là, je suis désolé. France, Voilà, je suis l'histoire est désolé. déjà déformée. Non, mais c'est que là, je viens de faire un épisode sur le sujet en plus, donc c'est pour ça que je suis vas-y. taquée. Bah, écoute, t'es pile Charlemagne. Alors, France Gall, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école, c'est ce qu'a sacré Charlemagne. Donc, France Gall qui était jeune, qui n'est plus, d'accord. France, si tu nous écoutes plus, merci. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le fait qu'on a cette idée reçue, justement? Alors du coup, c'est bien parce que c'est bon, j'ai monté T'as cet bossé épisode la semaine dernière et il est sorti, donc je l'ai bien frais en tête. Du coup, cette chanson, France Gall qui chante ça, bon déjà c'est pas elle qui a écrit la chanson, c'est son papa qui a écrit la chanson. Elle avait 17 ans et elle aimait pas cette chanson parce que ça l'a saoulée. Alors, Charlemagne, si on dit que Charlemagne a inventé l'école, c'est en fait juste Charlemagne a fait en 800 à peu près, donc une réforme. C'est comme si on disait oui, Blanquer a inventé l'école. D'accord. Non, c'est juste une réforme. C'est pas la même réforme, mais vraiment, en fait, Charlemagne, lui, à son époque, il a juste voulu faire une grosse réforme pour, éduquer les élites, éduquer un petit peu plus toutes les personnes qui allaient travailler pour lui. Donc, il n'y a pas tout le monde qui a été à l'époque à l'école, mais ça a vraiment contribué, c'est ce qu'on appelle la réforme carolingienne. C'est vraiment une grosse réforme culturelle et sociale, mais voilà, on peut pas dire qu'il a inventé l'école. En fait, il me semble que là aussi, c'est une déformation de la Troisième République, et je sais plus exactement pourquoi, mais voilà, il y a aussi de ça, c'est qu'une grosse déformation postérieure. Très bien. Parce que je suis en train de lire mes notes sur effectivement sur la Troisième République, parce que j'avais vu un truc, je sais plus ce que c'est, où en gros on s'était fait botter les fesses et on s'était aperçu que l'adversaire était meilleur que nous, et donc les mecs ils voulaient absolument enseigner C'est sûrement les Anglais. Ouais, ça doit être ça. Et Toujours eux. les Anglais ou les Allemands, je crois. Mais ils se sont dit on va. Mais c'est peut-être, je dis peut-être une connerie parce que c'est peut-être après 14-18 où il y a eu un nouveau truc où justement ils voulaient enseigner bien aux enfants, parce que justement ils disaient putain, les mecs en face ils sont plus malins que les nôtres, quoi. Et que bon, vu qu'on s'est fait botter les fesses. Après, c'est ça que je trouve marrant. Tout à l'heure, Patrick, tu as parlé aussi de l'école, de ce qu'on apprend, de ce qu'on a appris à l'école. Et j'ai le souvenir d'avoir discuté avec des enfants américains et qui, en fait, ont parlé. Alors, là, je suis désolé, on sort juste un tout petit peu du Moyen-Âge et autres, mais on parlait de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, la perception qu'ils avaient de la Seconde Guerre mondiale était vraiment différente de ce que nous on a appris à l'école, par exemple, et même ce que eux apprenaient dans les programmes était vraiment différent de ce que nous on apprenait. Enfin, moi de mémoire, on a beaucoup parlé de la résistance. Ouais. Je sais pas vous, mais en tout cas moi je sais que c'était un gros pan de ce que j'ai appris sur la Seconde Guerre mondiale. Et alors que pour ces enfants-là, la résistance c'était vraiment une partie infime du truc, quoi. Et donc du coup ils ont grandi en apprenant le fait que non, c'est les Américains qui ont sauvé le monde. Bon, ils ont souvent cette image-là, mais c'est un autre problème. Et du coup je trouvais ça marrant, en fait, la perception qu'on pouvait avoir d'une période en fonction de ce qu'on a appris à l'école. Et si on n'est pas allé chercher plus loin, c'est vrai que l'école nous apprend une base, mais
une base qui est déjà biaisée en fait dès le livre d'histoire qu'on ouvre. Donc je trouve ça assez marrant finalement ces différences de perception. Oui, mais c'est aussi d'un autre côté, enfin pour ça en fait, si tu veux, moi, quand j'ai commencé à parler du roman national, faut savoir qu'il y a eu des petits rappels il y a pas longtemps, pour les élections présidentielles où Sarkozy, Fillon et Mélenchon en avaient parlé. Par exemple, Sarkozy avait parlé de nos ancêtres les Gaulois, où il s'était fait reprendre. D'accord. Et il avait dit oui, bon, nos ancêtres les Gaulois, mais aussi nos ancêtres les tirailleurs sénégalais. Et pareil, c'était Mélenchon qui avait dit oui, à partir du moment où tu es français, il faut que tu acceptes le roman national. Parce que clairement, le but de ça, c'est de presque de manipuler l'histoire pour servir une idéologie en fait. Pour servir le fait que la France, elle est grande, elle est belle. Enfin, je dis la France, mais il y a d'autres pays où le roman national est bien plus assumé. Par exemple, la Chine, où ils ont aucun problème là-dessus, la Corée du Nord, où le grand dictateur suprême a tout inventé, il a marché sur la Lune et il est champion du monde de foot. Oui. Donc c'est aussi un outil politique, ça. Ok, merci. Drop the mic. C'était tout pour moi. Mais du coup, des trucs comme, tu vois, comme Braveheart ou d'autres. Même le soldat Ryan, tu parlais de la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi ce truc-là. Vas-y. Quel serait l'intérêt, du coup, d'aller déformer la réalité? Oui, le scénario est peut-être un peu mieux fait, enfin, est un petit peu plus joli, en tout cas, à montrer, ou ce genre de choses, mais est-ce qu'ils n'ont pas un mauvais, enfin, pourquoi personne ne les reprend en disant non, vous dites vraiment de la merde? Enfin, personne ne les reprend. Si, les gens les reprennent sur des forums ou Twitter, mais ça va pas plus loin que ça, quoi. Enfin, est-ce qu'ils n'ont pas un devoir de mémoire entre guillemets à faire aussi de ce côté-là? Bah non. Enfin, c'est ça qui. C'est un film, en fait, c'est du divertissement. Ça, c'est du divertissement. Oui, mais c'est du divertissement au service quand même de Donald Trump aujourd'hui qui dit. Ouais, pardon, vas-y, Nico, je suis désolé. Non, je t'en prie. Je dis quand tu te poses dans un film comme ça ou et que finalement ça sert, c'est ce que tu disais, que les Américains ont une vision d'avoir sauvé le monde, et c'est encore le cas aujourd'hui, et Donald Trump est là aussi en sauveur de l'humanité de manière générale. Ça sert aujourd'hui la politique, ça sert la politique internationale en disant on était là, 39-45, on était là, on a sauvé tout le monde, donc fermez un peu vos gueules si on récupère 2-3 trucs de pétrole en Iran, machin, un truc, tu vois. Ouais, mais ça sert à ça, quoi. Ouais, mais là, c'est politique, en fait. Je pense que Nico parle de point de vue artistique. Oui, point de vue artistique, oui. Excuse-moi, Nico. Parce en fait, oui, non, c'est-à-dire que à partir du moment où tu te présentes comme historiquement viable, moralement, ouais, tu peux te poser la question si le fait de pas chercher à coller vraiment à l'histoire, est-ce que c'est pas malhonnête? Moi, je pense que si. Mais après, les mecs, ils font du spectacle, donc... Ils sont là pour divertir les gens, ils sont pas là pour te raconter à l'exactitude ou la guerre des tranchées qui était en 14-18 qui était relou, non. Enfin, tu vois, ils passaient leur temps à attendre, quoi, tu vois. Mais après... Sur le sujet, il y a aussi chez Kaamelott, alors, bon, eux, du coup, ils utilisent pas forcément le côté politique, mais au début de Kaamelott, dans la saison 1, par exemple, on voit que les mecs, quand ils sont autour de la table ronde, ils ont les grosses armures et tout ça, et en fait, si on dit que du coup le roman arthurien c'est 7e siècle et tout ça, il n'y a pas du tout ces grosses armures, et en fait on voit qu'au fur et à mesure Astier a peut-être un peu plus écouté ses conseillers historiques et qu'il s'est un petit peu adapté. Il a un petit peu, ils ont des armures de plus en plus légères qui correspondent un peu plus au côté historique, mais effectivement c'est pas respecté dans tous les films, ça c'est sûr. Après Alexandre Astier est quelqu'un d'assez minutieux, et puis il est à l'écoute. Il dit souvent que ses fans sont plus spécialistes que lui dans plein de domaines, et dont dans le domaine de Kaamelott, bizarrement.
et ils en savent plus que lui. Et c'est vrai qu'il écoute beaucoup les gens, il écoute beaucoup les retours aussi des spectateurs. Et je pense que, comme tu dis, il a pris en compte en tout cas ces retours. Et il a dit, bon, on va essayer d'être le plus juste possible et d'essayer de dire le moins de conneries possible pour essayer de servir le sujet, quoi. Et en l'occurrence, lui, il pense que... je parle pas un peu pour lui, mais que la véracité des faits permet de servir au mieux un sujet, en tout cas sa thématique, quoi. Ouais, après, le truc, c'est qu'effectivement, le roman arthurien, dans tous les cas, c'est, je pense à l'Excalibur de 1982. Pareil, ils ont des armures énormes, plutôt de la fin du Moyen Âge. C'est vrai que c'est, mine de rien, c'est lié à la légende arthurienne, un peu cette imagerie médiévale. Mais bon, il y a eu énormément de films sur la légende arthurienne, c'est assez impressionnant quand on fouille un petit peu. C'est vraiment un gros thème qui a beaucoup plu pour les films. Après, on a quand même dans cette légende-là, on a quand même Merlin, on a quand même Excalibur, on a quand même des choses un peu magiques, enfin même plus que un peu magiques tout court. Donc, et on s'arrête effectivement on s'arrête pas sur l'épée en feu, mais on s'arrête sur les armures qui sont trop épaisses. Oui, mais à partir du moment où tu dis que c'est à telle époque. Ouais. Tu vois, en fait, c'est ça, moi je comprends le principe, c'est de dire on se met à telle époque dans le monde réel et on rajoute de la magie par-dessus. Ben ouais, mais sois déjà juste sur ce que tu fais dans l'époque réelle, en fait. Ouais. Ça reste du divertissement. Ouais, mais je suis d'accord. Voilà. Mais tu vois, typiquement, je pense que pour revenir sur le côté Braveheart, par exemple, je pense que c'est juste que Mel Gibson, il voulait une bonne histoire. Enfin, clairement, il a dit d'ailleurs dans des interviews, c'est que lui, il disait, oui, ben moi, ce qui m'inspire, c'est ça, et puis si c'est pas juste historiquement, ben c'est pas grave. Problème... il se cache souvent sur inspiré de une histoire vraie ou ce genre de truc. Ben ouais, mais le problème... Une fois que t'as mis inspiré, tout est possible. Ouais, mais enfin, moi, je trouve ça un peu malhonnête d'un point de vue moral. C'est dire, ouais, c'est inspiré de... c'est-à-dire que tu prends l'histoire avec un grand H. Mais tu fais une fiction par-dessus, là-dessus, j'ai aucun problème là-dessus. Mais juste, tu prends un personnage qui a vraiment existé à une époque précise et tu tricotes par-dessus. Enfin, tu prends un personnage, tu prends des personnages parce que il y a le roi des Anglais, il y a son fils, il y a Isabelle de France. C'est des personnages qui ont vraiment existé. Enfin, c'est des personnes qui ont vraiment existé. Et là, tu fais un peu ce que tu veux avec. Pareil, il fait passer Robert de Bruce pour un traître. Alors, je sais pas si c'est vrai, j'ai pas trouvé de source là-dessus, mais j'ai entendu dire que Robert de Bruce, c'était lui qui était surnommé Braveheart, et pas William Wallace. Ouais, mais c'est au nom du divertissement. Tu peux pas reprocher à Alexandre Astier de pas suivre exactement l'histoire du roi Arthur. Est-ce qu'il a existé, le roi Arthur ? Non, oui, mais enfin, non, mais déjà, c'est compliqué. Il y a des repères, et c'est vrai, c'est du divertissement. Je suis pas sûr que Nolan pour Dunkerque, il a pris exactement le fait, le gars. Je sais pas, tu diras à tous les Français qui sont pas dans le film. Ouais, en partie. Ouais, mais encore. déjà, c'est un petit peu plus facile de savoir des choses sur Dunkerque que sur le roi Arthur. En fait, c'est une question de source. Ouais, bien sûr, c'est sûr. En histoire qui est quand même pas négligeable, et aussi de témoins oculaires en fait. Ouais, parce que Dunkerque, il y a peut-être encore des témoins oculaires aujourd'hui. Ouais, complètement. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est plus l'aspect. Parce que grosso merdo, Mel Gibson, il a vendu comme ça, quoi. C'est l'histoire de William Wallace. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est pas grave en soi. Enfin, moi, j'adore ce film, mais c'est un peu de la malhonnêteté intellectuelle de dire oui, non, mais c'est l'histoire de William Wallace. Ouais, c'est l'histoire de. C'est une belle romance. C'est une belle romance autour. C'est pas très poétique, je trouve, quand même. Hein. Oui, il faut qu'il ouvre ton cœur un peu plus. Hein. Il le vend, son truc. Il est pas là à dire au producteur je vais être dans l'exactitude. Non, je vais te vendre du sexe, des batailles. Sur un pont, ça a l'air con. Il y a déjà le pont de la rivière Kwai. On va faire ça ailleurs. Et puis voilà. C'est tout. T'es tellement fier de cette vanne. Ah oui, bien sûr. Mais c'est ça, et moi je pense qu'il faut avant tout voir ça comme du divertissement. Effectivement, je pense que quelqu'un qui cherche aussi l'exactitude, il va pas forcément aller voir un film. Oui, mais c'est simplement. Oui, mais c'est justement pour ça que je voulais parler de ce sujet, c'est que finalement ça devient l'histoire dans l'imaginaire collectif en fait. C'est qu'il y a vraiment des gens qui se disent William Wallace, sa femme elle s'est fait violer, le mec il est parti en guerre.
Mais d'accord. Alors du coup, dans ce cas-là, tu vas attaquer Alain Chabat parce qu'il a mis Monica Bellucci en Cléopâtre. C'était pas du tout une Italienne. Non, mais elle était pas non plus égyptienne d'ailleurs. Touche pas mais à Monica Bellucci. non, mais je touche pas. Malheureusement, mais c'est. Tu diras ça à ta femme. Je dirais ça à ma femme. Mais Chabat a jamais dit que c'était historique, contrairement à Gibson. Bien sûr, non, mais oui, je vois ce que tu veux dire, mais après, je pense qu'il l'a dit pour des raisons clairement pécuniaires et clairement de box-office. C'est tout. Oui, mais c'est un truc qui rentre vraiment dans la culture populaire, en fait, et culture dans le sens pas Avengers, quoi, dans le sens non, mais les gens pensent qu'au Moyen-Âge c'était ça. Je suis désolé, Captain America, il a vraiment existé. C'est comme ça qu'il était, ok? Il ressemblait clairement. Moi, j'y crois à mort. Mais moi aussi, il avait un bouclier comme ça. Je suis sûr que Captain America était là. Mais du coup, les films qui se posent, comme Braveheart, effectivement, je suis assez d'accord avec Patrick, me posent un peu souci moralement, même si ça peut être des très bons films. Hein. Après, c'est sûr que des trucs comme Les Visiteurs, clairement, tu sens que c'était pas fait pour raconter le Moyen-Âge. Quand le film cherche pas à aucune prétention, un point de vue récit historique, ça me pose pas de problème. Un petit peu, tu sais, il joue quand même dessus. Les Visiteurs, ils jouent dessus, même le 3e. Paix à son âme. T'as quand même été jusqu'au 3e. Je l'ai pas vu, mais il parle de la Révolution. Il parle de la Révolution française. Donc, ils essayent quand même d'ancrer sur en tout cas des lieux communs ou en tout cas des faits que tout le monde connaît. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas gênant dans la mesure où ils prennent justement des idées reçues d'une époque, ils jouent sur les clichés, mais ils prétendent pas être drôle. Exact. Si, alors ça ils prétendent, mais c'est un autre débat. Mais ils prétendent pas être exacts, contrairement à Braveheart où en gros il expliquait. Tu n'aimes pas Mel Gibson et puis voilà, moi je suis un gros fan j'adore des Mad larmes Max. fatales. J'adore Mad Max. C'est pas de l'exactitude Mad Max parce que je sais qu'ils avaient pas les bons pneus à cette époque-là, mais je sais pas plus. Et Nico, je te sentais chaud pour un truc. Non. Ben, j'ai oublié. Tellement. J'ai une mémoire à très court terme. Moi, je voulais faire une petite aparté sur Cléopâtre, justement, où apparemment, elle n'était pas égyptienne. À moi, sur ce que j'ai relevé sur les internets. Ah, mais ça, c'est qu'elle descend d'une dynastie grecque. Ah ouais, exactement. Elle est carrément grecque, en fait, Cléopâtre. Elle est carrément grecque. Et pourtant, dans Astérix. Dans Astérix. De Chabat et dans l'inconscient collectif et dans l'Astérix même d'Uderzo et de Goscinny, tout simplement, on est sur une reine égyptienne pure jus, quoi. Ah ouais, non, elle est carrément Grèce. Je crois que même qu'elle est repartie en Grèce à un moment où ça chauffait un peu pour elle. Il faut. En tout cas, elle était sympa. Et ça, on reviendra pas. Ah bah ouais, elle était plutôt sympa parce que je crois qu'elle s'est tapé le père et le fils pour des raisons de pouvoir, un truc comme ça. C'est exactement. Attention à la déformation des sources et à l'interprétation parce que les femmes qui ont du pouvoir, c'est forcément vénal. Attention. Non, c'est pas forcément vénal. Je dis qu'elle profitait de son charme pour acquérir du pouvoir. Voilà. Ça s'appelle la promotion canapé. Mais à l'époque, il n'y avait pas de canapé. Bon, je pense qu'à l'époque, c'était quand même une des femmes les plus puissantes du monde. Eh ben écoute, tu vois, c'est vraiment Monica Bellucci finalement. On y est. D'accord. Parce que Monica Bellucci est puissante à l'heure actuelle. C'est la femme la plus puissante du monde. Voilà. Ok. C'est tout. Merci. Donc, est-ce que on embraye sur quoi, Patrick, du coup? Ah bah je sais pas. Je vois que t'es prêt, que t'as des notes là. T'es au taquet. Je suis prêt de rien du tout. Je voulais parler des pyramides du coup. Je voulais parler des pyramides puisqu'on était sur l'Égypte et qu'on était sur Cléopâtre et que apparemment ces fameuses pyramides n'ont pas été faites par des aliens comme le montrent certaines vidéos YouTube. Ah ouais, non mais pas non plus par Cléopâtre. Hein. Et pas non plus par Cléopâtre, mais pas non plus sur le dos de l'esclavage. Et ça, on a l'impression que c'était des esclaves. Apparemment, c'était des ouvriers payés en bière. C'était des ouvriers, c'était des citoyens égyptiens qui ont participé et ils étaient payés. Et donc, c'était pas forcément des esclaves qu'on fouettait. Donc voilà, ça aussi, c'est des idées reçues sur l'Égypte, tout simplement. Petit fun fact, il se trouve que par des relations, j'avais rencontré le gars qui a fait ce fameux documentaire, même si le nom est pas bon, sur les pyramides, le truc sur YouTube qu'on trouve et qui est le mystère des pyramides, je sais plus comment ça s'appelle exactement. C'est un mec totalement frappadingue. D'accord. C'est un mec qui est vraiment et qui a fait d'autres docus sur d'autres sujets. Je vais pas donner trop d'indices pour pas dévoiler mes sources, mais il est totalement
starbé. Vraiment. Il y a la vidéo de, comment ça s'appelle ? Ah, je viens d'oublier la chaîne YouTube d'une fabuleuse YouTubeuse qui avait justement débunké tout ça. Les revues du monde de Charlie Danger. C'est ça. Allez voir la vidéo de Charlie Danger sur où elle débunk un peu tout ça. Elle vous parle vraiment de ce qu'on sait sur les pyramides, sur la construction des pyramides. Ça me rassure, j'ai cru que tu allais nous dire que tu avais rencontré Numéro Bis. Ah Il est passé sur un copain, lui. Il a passé un sale quart d'heure, je te le dis, Numéro Bis. Ça a été dur pour lui cette semaine. Et en parlant de débunker, justement, où est-ce que, parce que c'est vrai qu'on peut vite fait, notamment sur YouTube, entre autres, tomber sur des éléments qui sont complètement montés de toutes pièces et archi faux, hashtag les platistes. Et, nos amis les platistes. Et justement, qu'est-ce que vous conseillerez quelle source vous conseillerez pour débunker justement ce genre de choses? Alors, il faut évidemment recouper. Wikipédia, il faut s'en méfier aussi quand même. Pour Wikipédia, un truc qui est tout bête, c'est que regardez les notes de bas de page. Moi, c'est ce que j'adore faire. En fait, souvent, même sur un sujet, je vais sur la page Wikipédia, mais je vais directement cliquer dans les notes de bas de page parce que c'est là où vous allez voir si la page a été faite avec sérieux et si elle a des sources, un minimum référencées. C'est ce que je conseillerais vraiment si vous n'avez pas trop où chercher. Mais sinon, par exemple, il y a vraiment plein de sites universitaires, par exemple Percé ou Cairn, donc CAIRN, sur des sites universitaires où là vous allez pouvoir trouver des articles, donc pas des thèses de 800 pages, mais des articles sur des sujets où là peut-être vous allez avoir des choses qui au moins ont été validées par des professeurs. Si c'est des gens qui ont fait des thèses, c'est vraiment, vous pouvez être sûr que ce que vous lisez est un minimum approuvé par le reste des historiens et que donc c'est pas trop des bêtises non plus. En tout cas, sur l'histoire. Mais par exemple, il y a un site qui est vraiment pas mal sur le Moyen-Âge, à part mon site bien sûr, mais un dont site on que je rappellera conseille l'adresse. vraiment aux gens qui veulent savoir un peu plus de choses sur le Moyen-Âge et débunker, c'est Actuel Moyen-Âge. C'est un blog qui est fait par des jeunes historiens qui collaborent notamment avec Libé, avec Mediapart et tout ça, où en fait eux ils font des comparaisons entre, en fait ils prennent par exemple sur les gilets jaunes, en fait ils prennent des sujets d'actualité comme les gilets jaunes et ils ont fait du coup en partant des gilets jaunes un article sur les révolutions qu'on a eues au Moyen-Âge avec notamment toute l'idée autour de, je viens de gober le mot, voilà, en fait, cet imaginaire des paysans qui se révoltaient au Moyen-Âge. Et vraiment, ça, c'est un très, très, très bon site sur n'importe quel sujet. J'arrête pas de le conseiller à des gens qui me demandent... Là, on m'a dit il y a pas longtemps, oui, est-ce que tu aurais des choses sur comment on pensait l'astrologie et l'astronomie au Moyen-Âge? Je dis, tiens, voilà, hop, alors, Actuel Moyen-Âge, c'est très, très bien. Il y a beaucoup de choses dessus. On en a gros. D'accord, super. Merci. Parfait. Et est-ce que du coup, je compte sur vous pour mettre toutes ces références dans la description de l'épisode. Mais bien sûr qu'on le fera pas. Merci. Ouais, je vais essayer de le faire. Je vais essayer. Ouais. C'est marrant, à chaque fois qu'on a dit qu'on allait mettre des sources, elles y sont jamais. Si. Non, pas les plus sources. vous mettez de sources, plus c'est bon pour le référencement. Je dis ça, je dis rien. Oui, enfin nous le référencement. Nous, on a 7 auditeurs et on tient à les garder. D'ailleurs, on les salue. Quoi ? Ouais. Attends, quoi ? Que 7 ? C'est bon, je me barre. Pas que 7. Non, 7 magnifiques auditeurs. Voilà. On vous fait la bise à chacun. Voilà. Et ils sont de plus en plus nombreux à ne pas nous écouter. Et ça, on en remercie parce que chaque jour, il y a de plus en plus de monde sur cette planète qui ne nous écoute pas et on l'en remercie parce qu'on dit beaucoup de bêtises. Est-ce qu'on peut parler de... Je sais pas de quoi on peut parler, mais moi, j'étais sur le Sphinx aussi, des fausses idées reçues par rapport au nez, Napoléon, tout ça. En fait, t'as pris plein de fausses idées reçues, donc vas-y, fais-toi plaisir. Parce que ça m'intéresse, parce que moi j'ai toujours cru aussi que le nez du Sphinx était tombé pas par Obélix. Par contre ça j'avais débunké. C'est vrai. Tout seul, ouais. J'étais grand, mais par une petite guérilla, une bataille entre les armées napoléoniennes et les Turcs en 1798. Et alors pour la petite info, apparemment des sources donnaient déjà en 1737 des indications sur le fait que le nez était déjà absent à ce moment-là, donc ça ne pourrait pas correspondre avec cette bataille et du coup ça serait
une fausse idée. Mais je sais pas pourquoi il est tombé par contre. Mais je sais que c'est pas à cause de J'ai écouté ça. un podcast il y a pas longtemps qui parlait de ça. Si j'arrive à retrouver, je vous dirai. Eh ben, on mettra pas dans les notes de l'émission également. En tout cas, c'était une super info de Damien. Je sais comment elle est tombée. Ah bah non, je ne sais pas. Bah, déjà, on élimine les possibilités, ce qui est déjà. Après, on n'a pas plus d'infos, quoi. Je suis désolé, on a des choses comme ça. On a des petites idées reçues, effectivement, on a parlé de Charles Martel, on peut parler de Christophe Colomb aussi. Vas-y, fais-toi plaisir. Est-ce que Christophe Colomb, qui a donné son nom à la Colombie, et ça tout le monde le sait pas. Mais alors que sur Christophe Colomb, il faut écouter le super épisode du podcast un peu mort malheureusement, mais Rêve nécessaire, qui était un podcast d'humour sur l'histoire, où en fait, soi-disant, on retrouvait le carnet de bord de Christophe Colomb lorsqu'il a découvert l'Amérique. Et c'est très, 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 très drôle. Vraiment, je vous conseille d'aller écouter ça si vous voulez. Parce qu'il glisse des infos vraies, mais aussi plein de trucs où il dit... Christophe Colomb qui dit alors, jour 4, je n'ai aucune idée de où on va, mais on y va. On mettra encore, tu nous enverras tout, tu me feras un fichier texte, parce que je vais jamais m'en sortir sinon. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a découvert l'Amérique en 1492. Apparemment, on sait que les Scandinaves étaient déjà présents bien avant, autour de l'an 1000, et que les Chinois aussi auraient précédé. On a des dates et on a des documents qui le prouvent. Donc finalement, ça serait pas lui le. Les Chinois aussi. Et les Chinois aussi, effectivement, ils sont partout. Xiaomi, il va nous bouffer, je vous le dis. Mais oui, effectivement. Donc, mais on savait que les Vikings à l'époque étaient déjà des grands navigateurs et n'avaient pas de cornes sur la tête aussi. Ça, c'est une idée reçue. Ils n'avaient pas de cornes et sur même la... les Vikings, c'est une appellation. En fait, il faudrait plus dire les pirates, les nordiques ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Ouais. Non, mais c'est petit fun fact. En fait, c'est parce que Viking, c'est partir en expédition. Il me semble que Viking, en fait, ça désigne leur bateau. Je suis pas du tout sûr de ça pour le coup. Je crois qu'en fait, ça a été une appellation là aussi. Je crois que Viking, c'est partir en expédition en fait. C'est Yeah. le fait de partir en expédition et c'est aussi les expéditions commerciales. Il y a un super épisode de Culture 2000 sur les Vikings que je mettrai peut-être en description aussi. Je vais avoir un boulot de fou, mais bienvenue dans mon monde. Ah, oh là là, mais c'est ça quand on a un Nico, on travaille beaucoup. En fait, on va faire on ouvre une parenthèse, les podcasts qu'on vous conseille. Les podcasts qu'on vous conseille. Je sais pas. Alors vous avez 4 heures devant vous. Ouais, voilà. Bah, oula. Ça suffira pas 4 heures. On a toujours. Nico, t'avais des choses peut-être. T'avais préparé peut-être un petit quiz, quelque chose. Ah non, non. Est-ce que t'avais préparé quelque chose, Nico? Parce que comme on s'est pas vu aujourd'hui. J'avais préparé peu de choses, parce que j'ai une vie très mouvementée. Oui, on le sait. Mais c'est pour ça que j'avais réfléchi à ces trucs. D'ailleurs, Christophe Colomb, effectivement, je rebondis comme je peux. J'avais eu la même avec ses enfants américains. C'est vrai qu'ils rigolaient beaucoup quand on disait non, mais Christophe Colomb a découvert l'Amérique, et ils se foutaient beaucoup de nous. Européens, enfin français surtout, parce qu'on a été trop marqués par ce film de Ridley Scott. Et du coup, c'est vrai que cette perception, elle est toujours marrante, quoi. Et merde, j'allais dire un truc et je l'ai complètement zappé. Mais alors, du coup, pourquoi ils se foutaient de temps ? On parlait tout à l'heure de YouTube, et j'en reviens pour finir avec mon idée de perception qui me choque. Nota Bene, donc il fait des vidéos YouTube d'ailleurs que je conseille, moi que je trouve très bien en tant qu'auditeur qui connaît pas grand-chose à l'histoire. C'est assez sympa. Elles sont pas mal, moi j'aime bien aussi. Après, je sais pas, je suis pas allé vérifier dans ses sources, voir si tout ce qu'il disait était bon, mais j'ai lu quelques interviews d'historiens qui disaient que que c'était vraiment bien, quoi. Donc, je leur fais complètement confiance, et qui disaient un truc qui était que je trouvais très vrai, et parce que je sais plus quel présentateur le comparait au Stéphane Bern de YouTube. Il a complètement, je crois que c'était dans Quotidien, et il a complètement dit, non, pas du tout, parce que justement Stéphane Bern, quand il présente l'histoire, c'est avec un côté déjà très très royauté, très axé là-dessus, et lui et Nota Bene était beaucoup plus axé sur le peuple, et que donc forcément les infos qu'il allait apporter sur les thèmes qu'il aborde sont forcément complètement différentes, et donc si on n'écoute qu'une seule source,
et ben ça peut être, on peut vite biaiser notre perception. Et moi, je rebondis tout à fait sur ce que tu dis parce que, du coup, dans Super Joute Royal, il y a quelques personnes qui nous ont accusés de faire une bernisation de l'histoire. En disant, oui, voilà, vous montrez que l'histoire par la lorgnette des rois de France, gna gna gna. Ça m'a tellement saoulée parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas écouté tous les 60 autres épisodes du podcast, tout confondu. C'est que, oui, là, on aborde les rois de France, mais en vrai, c'est juste un prétexte. Et voilà, en fait, je pense que c'est en tant que médiéviste et de porte-parole, pas porte-parole des médiévistes, mais quelqu'un qui donne la parole aux médiévistes, me dire que je fais de la bernisation de l'histoire et que je suis Stéphane Bern, en fait, c'est vraiment limite la pire insulte pour moi. C'est pas hyper sympa. Ouais, parce que justement. Non, parce que vraiment, c'est parce que je mets un petit peu dans le même paquet Franck Ferrand, le mec de Métronome là. Laurent Dutch. Ah oui, Laurent Dutch. l'acteur. Laurent Dutch. Ouais, l'acteur. Justement, Oui. je voulais te poser la question, ce que tu pensais de Stéphane Laurent Bern, Dutch. Laurent Dutch. Laurent Dutch, oui. En fait, c'est que voilà, eux, c'est une vision tellement enfin, voilà, ce que tu dis sur le roman national, il y a un petit peu de ça, c'est qu'en fait, ils tournent la chose. Moi, par exemple, voilà, ça m'énerve la façon, dont on ne se concentre que sur certains personnages, tout ça. Et voilà, petit fun fact, en fait, quand il se trouve que il y a quelques années, j'avais fait un stage pour l'émission de Franck Ferrand sur Europe 1, quand il y travaillait encore. Et les techniques de travail, et les façons de choisir les sujets, c'était pas joli. Donc voilà, bisous. Et Bisous à lui, Et- s'il nous écoute. ça, bien sûr, voyons. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment Fait partie ce des sept. côté d'orienter l'histoire, voire de dire des choses fausses. Parce que bien sûr, il y a aussi un monsieur qu'on aime bien tracher dans Passion médiéviste, Monsieur Zemmour. Parce que voilà, Monsieur Zemmour dit parfois des choses fausses, notamment sur les croisades. Ah, moi, j'aurais dit Et l'inverse. voilà, moi c'est. Il dit. J'ai plus exactement en tête ce que c'était, mais mes amis justement d'actuel Moyen-Âge, elle fait tout un article sur un de ses bouquins pour relever toutes les inexactitudes, toutes les mauvaises interprétations. Et aussi, il y a un truc en histoire, c'est que donc ce qu'on appelle l'historiographie. Attention, je rentre un peu dans le technique. Donc l'historiographie, c'est qu'en gros, l'historiographie d'un sujet, c'est tout ce qui a été fait sur ce sujet avant qu'on arrive. Par exemple, tous les gens qui ont publié des livres sur les rois de France. Donc c'est l'historiographie, en quelque sorte. Et en fait, le problème, c'est que tous ces gens se basent sur une historiographie qui est datée. En fait, comme s'ils mettaient de côté tout ce que les historiens ont publié et toute la nouvelle façon de considérer l'histoire de ces dernières années. Donc en fait, ces gens-là ont vraiment une vision, un petit peu d'épinal de l'histoire. Et en fait, ça serait temps de move on. Et les gars, ça y est, il y a des nouvelles façons de voir l'histoire. Il serait temps qu'on s'y intéresse un petit peu parce que on voit bien que c'est une vision très biaisée de l'histoire qu'ont ces messieurs. C'est messieurs, j'insiste. C'est important. Mais justement, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, Boing. voilà, merci Damien. C'était, pour moi, ça se rapproche vraiment du roman national, mais limite, là, c'est de la manipulation de la part de ces fait. gens. Enfin, je sais pas si On Laurent voit bien le Dutch. but, on voit bien le but quand même. Voilà, enfin, je vois pas si Laurent Dutch cherche à manipuler les gens. Non, il cherche à Mais- se retrouver une autre carrière après sa carrière Ah ouais. filmographique. Ouais, incroyable. c'est vrai, remarque, tu me diras. Mais bon, Zemmour, voilà, je sais pas s'il faut en dire plus sur. On en dira pas plus, on va rester court. Voilà, sur- On le mettra dans la référence de l'épisode. non. Non, je crois pas. Non. Alors, pour le coup, lui, vraiment, on le mettra pas dans la description. Pour le coup, non. Non, Ouais, ok. j'ai pas de truc pas ça Non, mais en c'est fait là à dire. C'est donc, un outil, enfin, moi je le vois comme un outil, si Ouais, on non, mais va pas en parler, mais bah, je le vois comme un outil. enfin, de... sans aller dire propagande, pour moi c'est un Oui, peu ça voilà. quoi. Oui, C'est clairement on déforme un petit peu beaucoup histoire de vendre ses idées. l'histoire, histoire de vendre ses idées, de dire regardez j'ai raison parce qu'à l'époque il y avait ci, il y avait ça déjà, alors que si jamais il faut démontrer quelque chose, les mecs ils sont pas là quoi. Parce que c'est Oui, Oui, ils puis vont aller c'est toujours le modifier même problème Wikipédia. ah oui Prendre voilà. qu'un seul son de cloche aussi. Ouais, c'est ce que Oui. tu disais de croiser tout à l'heure les données. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a cette problématique où on croise même plus les infos.
on a vu la débandade avec Dupont de Ligonnès dans les médias. C'est que même eux, ça c'est différent. Dupont de Ligonnès, pour le coup, c'était qu'il fallait donner l'info. C'est un réflexe de journaliste. Il faut qu'on donne l'info parce que sinon les autres, si on la donne pas, on passera pour des cons. Sauf qu'ils sont passés pour des cons. Mais là, on part dans autre chose. Mais parce qu'ils n'ont pas croisé forcément et qu'il y a beaucoup d'articles qui sortent aussi dans les médias pour être justement les premiers, qui sont pas forcément vérifiés moult fois. Ou comme ça devrait en tout cas, pour justement avoir la primeur de ces actualités. Il n'y a pas encore quelqu'un là qui a été annoncé comme décédé, c'était pas le cas Johnny Hallyday, je crois. Ah merde. Oui, il sort un album. Mais il est pas mort, il sort un album incroyable d'ailleurs, écoutez-le, on mettra dans le note de l'émission le lien Amazon. Mais ce que j'adore, moi, c'est la pub, c'est comme vous l'avez jamais entendu, effectivement on l'entendra plus, mais c'est vraiment les marketeurs sont là. Ouais, mon premier truc c'était mort, mais. Et est-ce que justement, Fanny, je rebondis moi sur ce que tu disais, c'est que tu très bien. Bon réflexe. Tu soulignais le fait que c'était des messieurs un petit peu aux commandes justement de cette histoire un peu vieillissante finalement, pour pas faire un mauvais jeu de mots, mais et qu'aujourd'hui il y a d'autres manières de l'aborder. Est-ce que toi tu as l'impression qu'il y a une prise un peu de pouvoir justement des femmes sur cette nouvelle façon d'aborder l'histoire? J'aimerais, mais c'est vrai que tu vois, si tu regardes à la télé, alors bon, il y en a sûrement, mais par exemple, j'ai quasiment pas d'idée de nana qui représente l'histoire à la télé. Mais par exemple, il y a une histoire, il y a pas longtemps, j'ai été invitée sur France Culture pour parler justement de la vulgarisation du Moyen Âge, et j'avais autour de moi une jeune historienne qui s'appelle Pauline Guéna. Cette fille, elle est tellement brillante et elle parle de façon hyper pédagogique avec des catchphrases et tout ça, mais j'ai tellement envie donc elle fait partie d'Actuel Moyen-Âge, mais pas que. Mais c'est le genre de jeune historienne aujourd'hui à qui il faut vraiment donner un peu plus la parole, qui connaît ces sujets et qui en parle bien, en fait, vraiment, qui va pas endormir. Non, elle est vraiment, pendant l'émission, j'avais beaucoup de mal quand on me pose des questions parce que je fais oui, c'est vrai que je suis invitée, là, je suis pas juste spectatrice, j'étais juste en train de l'écouter, j'ai dit mais elle est passionnante cette fille, faut qu'on l'invite plus elle en fait à parler d'histoire dans les médias. Est-ce que moi je crois que Manon Bril sur YouTube qui est assez présente et qui est du coin aussi, qui est de vers chez nous, je crois. Oui. Du coup, et qui est aussi, moi, je la vois assez présente aussi avec effectivement Nota Bene dont on disait, puisqu'ils font partie du Festival Frame. Oui, ils étaient aussi au Rendez-vous de Blois. C'est un grand festival d'histoire en France, les Rendez-vous de Blois. Et elle et Nota Bene ont eu des conférences, ce qui est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool. Ça montre aussi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est quand même une nouvelle génération, ils sont assez jeunes, même toi qui es intéressé à l'histoire, il y a quand même des jeunes. Aujourd'hui, on a l'impression que justement, ça dépoussière un petit peu cette idée que l'histoire c'est un peu chiant, c'est un peu, c'est très poussiéreux, c'est très, on va soulever des trucs, c'est bon, ça s'est passé, on passe à autre chose. Et je trouve qu'il y a un peu cet engouement. Mais c'est justement pour ça que j'ai voulu faire mon podcast, tu vois. C'est vraiment exactement ça. C'est qu'en fait, je me dis, mais on a l'impression qu'on connaît tout sur l'histoire. Or, il y a encore des gens qui étudient l'histoire, mais alors, qu'est-ce qu'ils étudient? Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu aller les interviewer et aller un peu donner à la parole, parce qu'on entend beaucoup, il y a des très bonnes émissions d'histoire à la radio, comme La Marche de l'Histoire sur Inter ou quoi, où là, c'est vraiment des historiens, mais c'est des historiens qu'on connaît, ou alors c'est des personnes qui sont installées. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté nouvelle génération, le côté nouvel œil, nouveaux yeux en quelque sorte. Et vraiment, oui, il y a plein de gens qui étudient l'histoire, et vraiment, je peux vous dire, vu les gens en fac d'histoire, ils sont au taquet, les gars. Ils sont vraiment au taquet. Et toi, tu arrives à trouver justement des intervenants qui sont dans cette dynamique-là et qui souhaitent justement, parce que le podcast c'est pareil, c'est un médium assez récent. Les gens sont pas forcément au fait de ça. Et tu arrives à justement recruter des gens pour ton émission pour ça. J'ai 6 mois d'avance dans mes épisodes. 6 mois d'avance, d'accord. Ah oui.
Exactement comme nous. Carrément. Non, mais On a un mois d'écart, je pense. il y a tous les ans des nouvelles personnes. Il y a tous les ans des nouvelles personnes qui font des tests, tous les ans des nouvelles personnes qui font des masters. Bon, il y a à boire et à manger dans les sujets. J'essaie de prendre un peu des sujets. J'essaie d'alterner les sujets techniques et un peu moins techniques. Mais oui, alors, les sujets sur les femmes, j'en ai tellement. C'est trop bien. Et j'essaie aussi, voilà, de pas en mettre trop. Ouais. Mais là, c'est aussi pour Passion moderniste. Donc là. J'ai beaucoup de sujets là-dessus parce qu'il y a plus de sources, donc forcément on en parle un petit peu plus. Mais c'est trop bien. Bon, des sujets malheureusement qui sont pas hyper fun, notamment peut-être un sujet sur comment on traite des femmes violées dans les sources à l'époque moderne. Youpi, voilà. Mais voilà, c'est des sujets où j'ai hâte de pouvoir en traiter un petit peu plus. Et par exemple, bon, là on s'éloigne de la France, mais j'aimerais vachement avec Passion moderniste, partir un peu de la France. J'ai commencé à le faire un petit peu, notamment des épisodes sur les Amériques, sur la fondation de New York par exemple. Mais j'ai envie de traiter, comment les femmes étaient, comment étaient les femmes, par exemple, je sais pas moi, en Inde au XVIIe siècle. Ça, je rêverais de faire un sujet là-dessus. Ça me ferait trop kiffer. Est-ce que tu penses justement que dans d'autres pays, alors j'en ai pas en tête, mais tu auras possibilité de trouver toutes les sources de croiser suffisamment de sources pour que l'info ne soit pas biaisée. En fait, moi, mes invités, je leur fais confiance parce que oui, moi, j'invite des gens à chaque fois. Je leur fais confiance sur les sources, mais c'est vrai que pour certains, c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, sur toutes les personnes qui travaillent sur l'Afrique, malheureusement, il y a des pays qui sont en zone de guerre et tout ça, où là, pour avoir accès aux archives, voire pour espérer qu'elles n'ont pas été détruites, c'est un petit peu plus compliqué. Oui. Okay. Merde, j'avais une question intelligente et... Elle est partie, Patrick, bien sûr, elle est partie. Dis une question bête. J'y répondrai. Ouais, sur... Merde, On n'y est pas, Patrick, on n'y est pas. Vas-y, Bob. Alors donc sur justement moi j'avais interviewé donc Esperluette qui est venue aussi dans notre podcast, qui elle a fait des études sur les Amérindiens et était partie justement aux États-Unis faire ses études approfondies sur l'histoire des Amérindiens. Et justement, elle n'arrivait pas en France à faire ces études-là, et elle était partie exprès pour ça. Et quand elle est revenue en France, il y avait vraiment peu de personnes qui étaient intéressées sur la recherche historique sur ces trucs-là. Donc elle est partie dans une autre voie, mais elle avait aussi un peu cette orientation comme toi d'aller chercher un petit peu cette construction, comment les gens étaient au sein des communautés, et puis avant et après la découverte de l'Amérique, etc. Et elle était et elle avait une orientation un petit peu aussi féministe comme toi, donc je vous mettrai en contact. Je pense que ça sera intéressant pour peut-être un épisode futur. Comme ça, tu n'auras plus que 6 mois et demi d'avance. Voilà. Ouais. Patrick, est-ce que tu as retrouvé ta question ? Ouais. Est-ce que, comme tu t'intéresses un petit peu donc à l'histoire, mais aussi d'autres pays, alors le roman national, c'est pas un truc franco-français, hein, comme j'ai dit. Mais est-ce qu'il y a des pays qui sont plus honnêtes avec leur histoire ? Il y a quelque chose, alors je n'ai pas étudié, mais c'est la première chose qui me vient en tête, c'est l'Allemagne. Je veux dire, par rapport à tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas le choix en fait. Là, ils sont obligés d'y faire face. Là où en France, la collaboration, c'est un petit peu plus caché. On le cache un peu. On le touche facilement. D'ailleurs sur la collaboration, je reprends mes notes parce que voilà, moi aussi j'avais des notes. J'ai relu cet après-midi pour me remettre un petit peu en tête. Il y a une bande dessinée qui s'appelle La Balade nationale. En fait, c'est l'histoire dessinée de France en plusieurs tomes. Et en fait, le premier tome de cette série de bandes dessinées, La Balade nationale, où c'est des personnages importants de l'histoire française qui en parlent justement. Mais je me dis que voilà, l'Allemagne, même si j'imagine qu'il y a des personnes peut-être en Allemagne qui veulent réfuter cette histoire-là, c'est un pays qui a été obligé de faire face à cette histoire. Qui ne peuvent pas l'enjoliver en fait, qui ne peuvent pas la romancer. C'est une histoire, on y fait face. Ouais. Oui, et puis c'est trop proche pour tenter de cacher certains détails, enfin de cacher, pas de cacher, mais non, mais il y en a quand même. Il y a encore des témoins oculaires comme tu disais. Non, mais même, si tu peux, enfin, il y a bien des négationnistes à l'heure actuelle.
Il y a bien des gens qui disent que... Terre est Mais pas après, plate, Ouais, il y a l'histoire de la construction de l'Amérique aussi qui est hyper intéressante sur les États-Unis d'Amérique, où on voit bien que, voilà, bon, le fait que le massacre des Amérindiens et tout ça, on en parle, mais on dit, oh ouais, bon, on les a massacrés. On a massacré des milliers de personnes. Et toutes les personnes blanches aujourd'hui aux États-Unis, c'est des gens qui viennent de l'immigration, qui ne sont pas là. Ça fait moins de 500 ans qu'ils sont là. Et on a juste totalement mis de côté toutes les personnes amérindiennes et on les a exterminées au fur et à mesure. Et c'est affaire aujourd'hui, ce sont des minorités qui vivent dans des conditions particulières parfois. Moi, je trouve ça vraiment hyper fascinant, le rapport des Américains à leur histoire par rapport à ça. Il y en a qui sont, par exemple, tous les gens qui sont d'origine italienne, irlandaise, qui le revendiquent un petit peu plus. Mais moi, je trouve ça assez intéressant voir. Mais même moi, ça m'angoisse. J'avais été il y a quelques années en vacances à San Francisco. Bon là, c'est le côté un peu cool des États-Unis quand on y va. Mais je me disais, waouh, tout ce qui est autour. En fait, et quand j'y suis allée, j'étais en train de faire mes études d'histoire médiévale et notamment je faisais un mémoire sur un document du XIIIe siècle. Donc je me disais, c'est mon papy de 800 ans, mais je me disais, waouh, tout ce qui est autour de moi aux États-Unis est plus jeune que ce manuscrit que je suis allée voir aux Archives nationales. Et ça me faisait si bizarre en fait en tant qu'Européenne de voir un pays aussi jeune du point de vue, qui a un énorme passif, mais une histoire qui est complexe. Ouais, son histoire en fait est toute la civilisation états-unienne, même états-unienne, mexicaine, canadienne. On peut parler tout ça est plus récent que certains documents que tu as pu étudier. Ouais, c'est ça. Moi, ça me fascinait en fait ce rapport-là à l'histoire. Que eux, en fait, les Américains ont plus un rapport. Bon, peut-être je généralise, mais du peu que j'ai pu en parler avec quelques personnes sur place, notamment les personnes cajuns et tout ça, c'est que eux, leur histoire, elle est vachement plus récente. On parle de 200 ans, même pas. Alors que nous, on parlait des Gaulois tout à l'heure. Oui. Tu vois, il y a une distance au rapport à l'histoire qui est assez impressionnante selon les pays, effectivement. Ouais, parce on parlait des Gaulois parce que c'est la civilisation française de l'origine, quoi. Mais on a étudié, même la préhistoire. Moi, je me rappelle avoir étudié les Cro-Magnon, Sapiens Sapiens, Homo Sapiens Sapiens à l'école. Et je suppose qu'ils étudient ça aussi, à moi qui pense que la Terre a été créée il y a 5000 ans. Mais ouais, c'est vrai que c'est dire que finalement l'histoire qu'on nous apprend, parce que comme je disais, pour le roman national, nous on nous apprend de nos ancêtres les Gaulois, et finalement c'est 15 siècles avant. C'est toute une chanson d'Henri Salvador en vrai, c'est pour ça. Ok, là, tu nous as perdus. C'est une chanson d'Henri Salvador, nos ancêtres, les Gaulois. Et je pense que c'est vraiment aussi un truc qui fait que avec Astérix, ça nous a resté aujourd'hui. Je vous laisserai aller écouter. Ouais, voilà, les références musicales de Fanny. C'est effectivement la culture populaire a vachement aidé. Et puis autant les gens ne lisent pas beaucoup, autant les BD Astérix ça a été assez fort. Donc effectivement. Henri Salvador et ça a joué sur la. D'ailleurs, comme tu disais, Patrick, encore les politiques usent encore Mais ça, je pense que c'est pas forcément dû à la culture populaire. Je pense que c'est vraiment les restes de l'enseignement qu'ont eu les générations passées. Je pense clairement que c'est nos arrière-grands-parents qui ont appris certaines choses et ça s'est transmis petit à petit. Je pense que clairement, pour faire changer les mentalités là-dessus, ça va prendre des générations encore de se dire que non, nos ancêtres, c'était pas les Gaulois. Surtout que là, ça sert clairement, ça sert des visées politiques. On va lâcher le mot, mais en ce moment, on parle d'immigration souvent, et c'est clairement parler de nos ancêtres les Gaulois et de se représenter la France comme un seul pays qui a plus de 2000 ans d'histoire et tout mettre sous une seule grande bannière, ça arrange bien certains, plutôt que de dire mais finalement la Gaule c'était pas un seul peuple, c'est des mecs qui se foutaient sur la gueule aussi. Loin de là.
Ouais, mais après, oui, c'est ça, c'est des manipulations politiques parce pour que essayer de donner des images qui les arrangent bien à un instant Oui, T, clairement, parce que je vais peut-être dire une connerie, mais il me semble que si Jules César s'est pointé, il a l'opportunité pour lui d'aller foutre le bordel de notre côté de la Gaule, c'est que... Partout sauf dans un petit village, je crois. Hein. Sauf Oui. dans un village, exactement. Mais en fait, c'est parce qu'il y avait un peuple gaulois allié des Romains qui s'était fait taper dessus. Ils ont appelé à l'aide les Gaulois de l'autre côté des Alpes, donc Rome. Et César, il a fait ouais, bah on va les aider. Ah, puis tant qu'on y est, on va pacifier un peu tout le coin. Ouais, ça, on va remettre les choses d'aplomb. Mais c'est sûr, c'est sûr. Bah, on a des idées reçues sur plein de choses. Aussi, surtout qu'en plus, je crois que les sources pour la guerre des Gaules, enfin, il y en a qu'une et c'est Jules César. Hein. C'est Jules César, oui. C'est la guerre des Gaules. Hein. Et l'archéologie, dans une certaine mesure, en fait, ça peut être une différente source d'histoire. Parce qu'on dit souvent que c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc, c'est aussi problématique de ne pas avoir, ce que tu disais, Nico, d'avoir une autre vision aussi. La vision américano-centrée on a gagné la guerre, c'est grâce à nous, etc. C'est les vainqueurs qui la racontent. Peut-être que, effectivement, on va pas voir les livres d'histoire allemands, par exemple, sur cette guerre-là, ou russes, ou enfin tous ceux qui ont participé de toute façon. Ouais, enfin, russes qui font partie des vainqueurs aussi. Ouais, bon, parce qu'ils ont retourné un peu leur veste. mais ouais, on n'a pas toute cette vision-là, et on a la chance aujourd'hui d'avoir un outil incroyable, l'Internet mondial du cybernaute, qui nous permet quand même d'avoir accès à justement à recouper les choses, et c'est aussi pour ça qu'on peut diffuser et que des gens plus ou moins de tous horizons, ils permettent de diffuser justement d'autres choses par rapport à l'histoire, comme le disait Fanny tout à l'heure. Ok, je vois pas du tout. Tu Moi voulais non plus, revenir je voyais pas du tout. Je finirai cette phrase un autre jour. Démerdez-vous avec ça. Démerdez-vous avec ça. Je fais mon Nico. On dirait Nico. Ouais. Je fais mon Nico. Nico, t'as pas un jeu alors? Bon, bah ok. Moi, je suis un peu déçu. Moi, je pensais que t'allais. Mais je suis déçu de moi-même aussi. Hein. Parce que moi, j'ai pas du tout préparé le jeu. Hein, comme d'habitude. Est-ce que tu veux revenir, Fanny, justement sur des choses, d'autres choses qui justement sur le Moyen Âge, puisque tu es spécialiste de ça, qui seraient des idées reçues ou qui te mettraient hors de tes gonds? Bah, on en a déjà évoqué pas mal quand même. Ouais. Je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais. J'avais fait, là, si ça intéresse les auditeurs, voilà, qui veulent en savoir plus, j'avais fait l'année dernière au Paris Podcast Festival 2018 un live sur justement les idées reçues sur le Moyen-Âge avec 3 invités pour débunker un peu tout. Et j'ai notamment fait chanter à toute la gaieté lyrique le temps des cathédrales de Notre-Dame de Paris. Je suis assez fière. Voilà. Bruno Pelletier t'en remercie d'ailleurs. Je crois qu'il t'a mis un hashtag sur Twitter. Merci Fanny. Donc ouais, on écoutera ça pour. Ah mais me regarde pas, moi j'ai déjà écouté. T'as déjà écouté, puis nous on fait pas notre travail. Oh, c'est gentil. Mais Patrick est un très bon élève, il écoute toujours tout. Donc je pense qu'il a pas trop d'épisodes de retard. Non, sur d'ailleurs, Passion médiéviste et Passion moderniste. Alors Passion médiéviste aujourd'hui avec un épisode qui traite aussi de l'islam. Oui. Et qui était vraiment cool. Ça, j'en suis vraiment hyper contente de faire un peu des... C'est le premier, il va y en avoir d'autres sur différents sujets pour un petit peu parler d'islam parce qu'en fait, quand on parlait de récupération historique, alors, il n'y a pas eu de récupération en tant que telle, mais sur le compte Twitter de Passion médiéviste, j'ai souvent des mecs, ou des meufs aussi, les deux, des gens avec un petit peu, tu vois, un petit drapeau français dans leur tweet name, les identitaires de droite, tu vois, la France aux Français, Vive Marine et tout ça, qui like le podcast, alors je pense pas qu'ils le partagent, mais juste qu'ils s'abonnent, et ça me met très 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 mal à l'aise. Donc, pour faire, voilà, le sujet était intéressant. Donc, c'est un épisode sur Abderrazak Aloumi, qui a étudié un texte de la tradition islamique qui a été traduit au XIIIe siècle en Espagne et qui raconte, en fait, c'est un texte à côté du Coran qui raconte un voyage céleste qu'aurait fait le prophète. Et donc, on parle de la vision de l'islam au XIIIe siècle. Et vraiment, je suis
si contente de sortir des épisodes comme ça pour dire ok les gars, en fait voilà, je ne fais, c'est votre histoire de la France aux Français, c'est pas ici que vous avez trouvé ça. Et Ouais. ça me fait vraiment comme les épisodes un peu féministes. Et ben là, je suis très contente de sortir des épisodes comme ça me fait du bien. Après, on parlait d'interprétation. Ils peuvent aussi interpréter un petit peu comme ils veulent les épisodes, ou peut-être qu'ils les écoutent en diagonale, ou au contraire, peut-être même Ouais, parfois mais déjà, pas. Quoi. voilà, je me dis que dans leur feed, il y a un truc sur l'islam qui va sortir, et l'islam bien traité, et ça me fait un kiff. Ça me fait tant un kiff. Le petit plaisir de la vie. Et t'as bien raison. C'est hyper cool. On va aller écouter ça avec Nico, parce que je suppose que Nico n'a pas dû écouter encore ça. Pas du tout, parce que je suis à la bourre surtout. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Et ce qui est Mais bien avec le l'avantage, c'est que podcast, c'est disponible c'est toujours disponible. tout le temps. Exactement, c'est ce que je m'efforce à dire. Vous pouvez aller écouter tout le temps. Patrick, Oui, c'est moi. tu as pas. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Patrick? Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de toi? Ouais, bien sûr. Qui es-tu, Patrick? Allonge-toi, Patrick, on va discuter. Qui es-tu derrière ce chuchotement? Est-ce qu'il n'y a pas un petit cœur qui bat finalement? Est-ce que tu veux dire qu'on va conclure l'épisode? Exactement, Patrick. C'est ça que je veux dire. Alors, bon, on va conclure. Peut-être, Fanny, peut-être. Ah ouais, non, mais vas-y, prends-moi la place. Ah, je vais faire un petit peu. Fanny, est-ce que on peut te retrouver? Tu nous as dit donc sur ton blog. Est-ce que tu peux nous rappeler les adresses et où on peut te retrouver au niveau podcastique également? Alors, le plus simple pour voir mes activités podcastiques, déjà, il y a Twitter. Vous cherchez Fanny Cohen-Moreau, c'est moi. Et pour tout ce qui est Passion médiéviste, c'est passionmédiéviste.fr, sachant que médiéviste, il y a un S, donc c'est passion au singulier et médiéviste au pluriel, parce que j'ai la passion pour les médiévistes. Et voilà, mon site, je passe beaucoup de temps à le faire. Voilà, pour chaque épisode, vous avez un petit résumé, vous avez une bibliographie, donc une sélection d'ouvrages pour aller plus loin sur chaque sujet. Je passe beaucoup de temps dessus et j'aimerais bien que les gens y aient encore plus dessus. Voilà. Eh ben, ça va peut-être être. Il y a des arbres généalogiques pour Super Jeu Royal. Oui, parce qu'heureusement, parce que c'est bon, le là, bordel. ça commence à devenir plus simple maintenant, mais clairement, les Mérovingiens et les Carolingiens, c'est le bordel, parce qu'ils passent leur temps à tuer leurs neveux, leurs oncles, donc c'est clairement quand on parle de Childebert, l'éclopé, ou je sais pas comment il s'appelait, je sais plus celui-là, mais voilà, on a des noms à coucher dehors. Je dis tout le temps dans les épisodes, allez voir l'arbre généalogique, suivez, parce que nous en fait aussi on l'a sous les yeux là, clairement pendant l'enregistrement, parce que nous-mêmes on est paumés sinon. Je conseille de l'imprimer donc avant l'épisode. Faites-vous des fiches. Faites-vous des fiches. Est-ce qu'on va parler un petit peu de cette chaîne YouTube qui monte? Squeezie a peur et tremble Squeezie. dans son studio. Écoute, Squeezie est obligé de maintenant faire des vidéos sur des pyramides tant il a peur. Non, moi ma conclusion c'est finalement c'est ce que j'ai dit un peu tout au long, et c'est même ce que j'avais dit pour la théorie du complot, c'est de se renseigner un max. Alors Internet, c'est un magnifique outil, on peut trouver beaucoup de choses, mais justement on peut trouver beaucoup de choses, donc on peut trouver beaucoup de mauvaises choses aussi, donc c'est cool d'avoir des podcasts comme le tien, parce que pour mettre un peu les choses à leur place, et voilà, et d'aller recouper aussi avec beaucoup d'autres sources. Donc ça fait du bien, ça donne, et puis comme disait Damien, je crois que c'était Damien qui disait ça, ça donne un vent frais aussi sur ces vieilles histoires entre guillemets. Donc ça c'est plutôt cool. Me concernant, parce que tu en parlais, Damien, effectivement j'ai repris mes vidéos dans mon coin, ça m'amuse bien, et donc je continue ça à Des mon vidéos rythme. sur quoi? Tu parles de quoi dedans? Il dit même Alors, pas le nom de sur sa le- chaîne, il dit rien. C'est vrai que je suis nul, mais je suis nul. C'est jeux de daron, donc parce qu'en fait je parle de jeux vidéo, mais sous l'angle en tant que père en fait. Ouais, voilà, des daronnes aussi, hein, parce que il y a aussi des joueuses. Et donc du coup, est-ce qu'on a le temps, est-ce que ça vaut le coup de se pencher sur un jeu de 60 heures, parce qu'on n'a pas toujours le temps, enfin déjà qu'on n'a pas le temps quand on n'a pas d'enfants, mais on a encore moins de temps quand on a des enfants. Donc du coup, voilà, j'essaie de garder cet angle-là pour parler de jeux vidéo. Et c'est très chouette. Faut que tu invites les mecs du podcast Backlog. Ils parlent pas mal de cette thématique aussi. Ils jouent à des jeux qui sont passés de mode. Alors oui, ils parlent ça- souvent du ça- rapport ça avec peut leurs être- enfants.
faudrait que tu écoutes Ouais. ça. Et que tu les invites, c'est très chouette. Y a pas... Et justement, le but, c'est de faire des vidéos de 3 minutes, histoire pour que les gens puissent voir un jeu quand ils n'ont pas le temps, quoi, finalement. Mais ouais, je serais intéressé des contacts, du coup. Y a pas un archéologue Ouais, dans ils Backlog? sont super gentils. Hein, Fanny? Pardon, Patrick? Fanny, y a pas un archéologue dans Backlog? Mais oui. Oh là là, t'écoutes bien mes épisodes, dis donc. Patrick, c'est le bon élève. Hein. C'est le meilleur élève. Un des deux, Winston, avait fait des études d'archéologie, en fait. Et donc, je l'avais invité pour en parler. D'accord, c'est ça les. Mais ils m'ont pas encore invité pour parler des jeux vidéo et j'aurais pas grand-chose à dire, mais ils sont très très sympas et vraiment, c'est le seul podcast jeux vidéo que j'écoute. D'accord. Et bientôt, Jeux de Daron, tu vas regarder tous les épisodes qui sont incroyables. Là, c'est des vidéos YouTube, c'est différent. Ah oui. Bien sûr, Oui, c'est différent. Ça va aller vite. Ça va très vite. Et toi, Damien? Ah, j'attendais que tu me demandes, Patrick. J'ai l'impression que ça n'arrivait jamais. Écoute, moi, c'est Juste Fais-le, comme d'habitude, le podcast d'inspiration sur les projets, les expériences et surtout ceux et celles qui les font. Donc voilà, des invités toujours plus sympas. Non, ils sont tous aussi sympas d'ailleurs, mais j'essaye tous les 15 jours de sortir un épisode avec des gens très cool. En tout cas, ça me fait des belles rencontres. Donc allez jeter une oreille si vous le souhaitez. Et puis j'ai envie de demander à Patrick, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu aurais fini le October? Non, alors toujours Inktober pas. Toujours pas, comme je l'expliquais la dernière fois. Pour le dessin, c'est un peu compliqué, donc non, je fais rien. Eh ben, écoute, et tu le fais bien, Patrick. Voilà, donc on te remercie. Ça, par contre, qu'est-ce que je le fais bien? Déjà, tu es toi-même et c'est pas mal. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit. Alors, on a tous une opinion différente là-dessus. Oh, mais t'inquiète. Dites-nous en commentaire Prends. si Patrick c'est bien comme ça ou si vous voulez qu'il change. On fera un relooking par Christina Cordula dans pas longtemps. Ma chérie. Il va être magnifique. Et ben c'est le temps de conclure. On va remercier Fanny peut-être. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Fanny. Présente. Ah bah merci pour l'invitation, j'ai bien aimé et j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Mais personne n'ira vérifier donc c'est pas grave. Mais pas plus que nous. C'est clairement pas plus que nous. Merci Nico qui était là sans être là, qui est à distance, qui nous manque. J'espère qu'on va se voir bientôt, Nico. Oui, on se verra très très bientôt. Ah, ça me fait toujours chaud au cœur. Merci à nos 7 auditeurs. Dit comme ça, on dirait qu'il va débarquer chez toi demain. Hein. Mais je suis actuellement devant sa porte là, j'attends vraiment qu'il rentre chez lui. Je gratte. T'es au courant qu'il est chez moi en fait. Ben justement, j'aimerais bien qu'il rentre. Damien, s'il te plaît, dépêche-toi, il fait froid. J'arrive Nico, quitte pas. On peut dire également qu'on peut nous retrouver sur OUP Podcast, sur tous les réseaux sociaux. À peu près, ouais, Twitter, Instagram, pas Facebook, on n'est pas sur Facebook. Un jour on le fera. Et donc, Il faut le faire. Vous ratez 2 milliards de potentiels auditeurs, je vous rappelle. Oui, mais on en a 7 et on les aime fort. Et le jour où on en a 8, et ben on arrête. On arrête. On arrête le podcast le jour où on en a On 8. sera au sommet. Donc on peut vous retrouver sur tous les réseaux. Si vous voulez nous proposer des thèmes, si vous voulez venir dans l'émission, c'est aussi possible, que ce soit par Skype, Discord, toute technologie internet possible et en vrai aussi, puisque on vous accueille directement chez Patrick. On paye les bières. Patrick paye même les bières, donc n'hésitez pas à nous contacter. Ouais, bon, il paye pas le billet de train, hein, je dis quand on même. paye pas le billet de train. Les 7 auditeurs sont pas si généreux que ça. Non, c'est vrai qu'on a regardé notre Tipeee et on a 0 dessus. Mais en tout cas, n'hésitez pas, on doit avoir une adresse mail qui traîne quelque part Voilà. sur le Twitter. Par contre, cherchez pas un Tipeee parce qu'on en a pas. Pas encore. Et puis voilà, Patrick, je te laisse dire le mot de la fin. Restez positif. Eh bien sûr, restez positif et puis merci encore Fanny et puis à bientôt. On se voit dans 15 jours. Allez, ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Salut. Yeah.